Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marine Adato, cofondatrice de WAGMI Trends et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Combler le déficit de talents spécialisés en IA est un enjeu majeur pour notre développement économique et social. Imaginez un futur où l'éducation aux tech émergentes est accessible à tous et indépendante des localisations géographiques. Pourquoi et comment nous éduquer à l'IA ? Comment s'assurer que chacun, partout, puisse y accéder ? Quel rôle peuvent jouer les collectivités locales, les grandes entreprises et d'autres acteurs pour soutenir cette éducation ? Comment adapter nos métiers à l'évolution constante des technologies émergentes ? Pour répondre à ces questions, je suis très heureuse d'accueillir Morad Atik, cofondateur d'Evolukid, du programme Qu'est-ce qu'il y a et de Qu'est-ce qu'il y a Consulting. Un homme engagé dans la mission de rendre l'éducation numérique universellement accessible. Bienvenue Morad et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. À mes côtés, Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost, nous donnera son point de vue sur l'utilisation de l'innovation au service d'une éducation équitable de l'IA. Des discussions essentielles pour préparer notre société à un avenir où l'éducation technologique est une priorité pour tous. Pour démarrer en beauté cet épisode, Olivier, je te laisse ouvrir le bal. Merci Marine. Morad, l'éducation nationale est partout et mène à tout. Tu as toujours aimé enseigner dès ton plus jeune âge. Tu as commencé ta carrière comme prof de maths, tu as exercé en Syrie, en Égypte, avant de rentrer en France pour créer Evolukid et partager tes connaissances essentielles du 21e siècle avec tous, partout, sur tous les territoires. Tu es doué en maths, en langue, tu as fait des études à la prestigieuse école de commerce HEC, tu es passionné de techno et ardent promoteur de l'éducation technologique accessible dès le plus jeune âge. Tu réalises ce projet ambitieux à travers une odyssée hexagonale en école nomade du digital à bord d'une classe caravane. J'aurais bien voulu t'y voir. Fier de l'exploit de partager la passion de la programmation au sein des cités et des territoires ruraux, tu es désigné en 2023 jeune leader de la French African Foundation. Aujourd'hui pleinement investi dans Qu'est-ce qu'il y a dont tu vas nous parler, et demain, un cours magistral à Bercy ou au Stade de France. Morad, nous t'écoutons. Oula, c'est beaucoup trop d'honneur. Ouais, je suis très, très content d'être là. Merci Marine, merci Olivier. Je me présente, je m'appelle Morad Atik. Je suis issu d'une fratrie de 6 enfants. Donc un grand bonjour, un gros bisou à mes frères et sœurs et à ma maman, ma mamounette comme je l'appelle. J'ai grandi dans un quartier populaire qui s'appelle Beauval à Meaux. On a été très passionnés par l'éducation en fait. Ma mère nous a transmis ses valeurs de travail. Fallait pas faire de vagues à l'école, surtout pas à l'école. C'était marrant, hein. J'avais 18 de moyenne en maths, s'il y avait marqué bavardage, je me faisais passer un savon, pour ne pas dire autre chose, à la maison. Donc voilà, j'ai fait une prépa un peu comme mon grand frère qui est associé, qui s'appelle Rabat. Lui est devenu ingénieur en robotique, c'est un peu le geek de la famille, là il est expert de l'IA. Et du coup, je me suis écouté, et je me suis dit, ingénieur, c'est pas fait pour moi, c'est simple, j'aime vraiment beaucoup la jeunesse. Et du coup, je suis devenu prof de maths tout simplement, comme il l'a dit, d'abord en France. Et j'ai eu la chance d'enseigner au lycée français de Alep en Syrie, là, avant la guerre, là, au Caire. Et puis après, je suis revenu et on a fondé Evolukid, qui est une start-up dans la EdTech, mais je pense qu'on va y revenir. Moi, je vous propose pour démarrer et avoir une vision un peu globale sur notre sujet, un petit quiz. Est-ce que tu es joueur, Morad ? Super, ouais, super. Olivier aussi. Hein. Ok, je le prends. Allez, je suis chaud. Alors, première question. Quelle est la prévision du nombre de recrutements dans les métiers de tech en France d'ici 2027 ? 150 000, 200 000 ou 230 000 ? Ouais, je porte 200 000. Alors on est au moins Olivier, à 200 000, ouais. Voire 300. Ah, tu te mouilles pas trop là. Donc 230, ouais. 230? 150, ça me paraît un peu, mais Ouais. 200, j'aurais dit 200, 300, 400. En tout cas, il y a beaucoup de recrutement dans le texte, je suis bien placé pour le savoir. Ouais, ça c'est vrai. Alors c'est 230 selon un rapport
du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances de 2022. Il prévoit 230 000 recrutements, donc ça a peut-être augmenté depuis, évidemment, en 2024, dans les métiers tech en France, dont de nombreux postes qui sont liés à l'IA et à la data d'ici 2027. Effectivement, tu es bien placé pour le savoir. Deuxième question. Selon le rapport Femmes dans les STEAM, briser les barrières, inspirer l'innovation de l'UNESCO, quelle est la part moyenne des femmes diplômées de l'enseignement supérieur dans les filières STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, en Europe? 25%, 40% ou 50%? J'aurais dit 40. Ouais, j'aurais dit 40 et 25, c'est plutôt en France, ça. Ouais, tu dis quoi, toi, Olivier? Sachant qu'il n'y a que 9% des femmes, des étudiantes qui choisissent une carrière scientifique. C'est tout. On va avoir hors humanité, hors médecine. Donc, si on est à 25, on va être quand même au bout du bout, là. Ouais, tu étais très optimiste, c'est 25%. Une femme sur 4 en Europe. Donc, effectivement, le rapport, il souligne que malgré les efforts, les femmes restent hyper sous-représentées dans ces filières. On a beaucoup de progrès à faire pour encourager et soutenir les femmes dans leur parcours d'études et de carrière dans le domaine scientifique et technique. Okay. Mais ça, c'est l'un de tes sujets et on y reviendra. Troisième question. Quel est le nom de l'outil d'IA que l'Éducation nationale française introduira à la rentrée 2024 pour les élèves de seconde? AI Boost. Pas mal. Edukia. Edukia, classique. MIA. MIA. AI Boost. Je pense qu'ils sont pas trop chauds avec les anglicismes. Donc AI Boost, c'est mort. Edukia, un peu classique. Et MIA. MIA. M comme quoi? MIA. Genre j'aime IA, j'aime l'IA. C'est un des deux. AI Boost, c'est sûr, ils l'ont pas choisi. Ouais. Edukia, ça fait un peu trop... Allez, MIA. Bravo. Alors, ça a été annoncé fin 2023 par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale. MIA pour Module Interactif Adaptatif. C'est un outil qui est développé par une EdTech Evidence B qui lutte contre le décrochage scolaire et dont, effectivement, DocaPost est partie prenante. Oui, d'accord. Et donc, cet outil sera disponible pour tous les lycéens de seconde dès septembre 2024. Super. Et il va les accompagner en français et en mathématiques. Plutôt pas mal pour apprivoiser l'IA à ce moment-là. OK. Donc là, on a planté le décor. Je vous propose de continuer avec un micro-trottoir. On est allé à la rencontre du grand public pour leur demander leur point de vue sur notre sujet du jour. On assiste chaque jour à l'émergence de nouveaux métiers liés aux évolutions technologiques. Comment rester compétitive dans le monde du travail? L'IA a littéralement façonné notre monde, surtout moi, parce que j'aide les agences immobilières à gagner en productivité. Et j'ai remarqué que ça a changé énormément la concurrence et les entreprises essayent de plus en plus de se développer avec l'IA pour performer en termes de productivité. Penses-tu que la tech soit un moyen de briser le plafond de verre? Le travail en développement, 10 personnes qui travaillent chacune 100 heures, et bien en fait ce qui va se passer c'est qu'il va peut-être y avoir plus que 3 personnes qui vont réussir à répondre à tous les besoins technologiques qui existent. Tu vois. Donc en fait je pense qu'il y en a qui vont briser entre guillemets ce plafond de verre parce qu'ils vont gagner un petit peu la compétition liée avec l'IA. Il y en a d'autres qui malheureusement vont perdre là-dedans. Quel changement aimerais-tu voir dans l'éducation ou la formation professionnelle pour nous préparer à cette incertitude du futur? Moi, je serais plus d'un avis extrême, c'est-à-dire de tout changer. Il faudrait tout revoir. Comment la tech peut-elle être une solution pour se former? Pourquoi pas mettre le code, potentiellement, qui peut servir à n'importe quelle personne pour le futur. Ce qui pourrait aider pour les élèves, pour les enfants qui voudraient évoluer là-dedans, ce serait par exemple des applications qui apprendraient en fonction des réponses des élèves ou des enfants et qui s'adaptent automatiquement à ces élèves ou ces enfants. Alors, Morad, Olivier, vos réactions par rapport à ces témoignages? Je trouve assez impressionnant l'avant et l'après effet ChatGPT. C'est-à-dire que les mêmes questions posées il y a juste 2 ans, on perdait tout le monde. Et là, en fait, la place de l'IA, de la tech, ça englobe trop de choses. Surtout l'IA, qui est le vrai sujet actuel. Elle s'est démocratisée et c'est un débat sur la place publique. Et vraiment, ça peut être dans des cercles fermés d'experts, etc. Et je vais loin, hein. Tu vas dans la chicha du coin, je te jure, t'as des mecs, ils fument leur chicha et ils parlent d'IA. Et ils parlent de modèles de prédiction. Mais oui, c'est-à-dire que tu vas regarder un match de foot. D'ailleurs, il y a Paris qui joue bientôt, là, demi-finale Champions League. Et tu peux voir les gens pratiquer l'IA et en parler. Et ça, c'est assez incroyable. Et là, on le voit avec votre micro-trottoir. Je suppose, hein, vous interrogez pas que des ingénieurs dans le domaine. C'est un peu
et on sent en fait qu'ils comprennent ce qui se passe actuellement et vers quoi on va, avec des avis bien sûr qui divergent. Ça, je trouve ça incroyable. Olivier? Faudrait dire à ce jeune homme que l'auto-adaptation à la vitesse de l'élève, c'est des outils qui existent. Alors, pas beaucoup en France, mais en Angleterre, par exemple, tout le UK a été balayé par cette vague IA. Et aujourd'hui, il y a énormément de classes qui utilisent ces outils pour permettre aux élèves de progresser à leur rythme. Et ça atteint l'objectif d'amener toute une classe au même niveau, mais à des rythmes différents. Morad, au départ, on l'a dit tout à l'heure, tu étais prof de maths. Yes. En 2016, tu as créé EvoluKid. Donc, il y a un parcours éducatif d'initiation aux technologies, programmation informatique, robotique pour les enfants et les adultes. Mhm. Et rapidement, tu as eu une prise de conscience. Pour être adopté par le plus grand nombre, l'IA a besoin de talents, de partenaires sponsors et surtout d'une mise en œuvre pragmatique au service de tous. Yes. Et c'est comme ça que tu as créé le programme Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, qu'est-ce que c'est le programme Qu'est-ce qu'il y a ? Et quels sont ses principaux objectifs ? Ok. En fait, tout ce qu'on a créé, mon frère et moi, c'est une suite logique d'abord de nos parcours de vie et de nos parcours dans l'entrepreneuriat, dans les projets. On fonde EvoluKid en 2015, on a l'idée, on lance vraiment en 2016. On est 2 startups en France à prendre le pari de faire coder des gamins. En fait, on a une vision de la transition digitale par le bas. Si on veut préparer 2030, il faut travailler à la racine. Il faut accompagner aux plus jeunes la pensée informatique. On assiste à des tables rondes avec le ministère de l'Éducation. 2 ans après, dans les programmes scolaires, on apprend à coder aux gamins. Il y a une épreuve au brevet sur le code. Python, le langage Python rentre dans les programmes scolaires dès la seconde, etc. Donc on a été une partie prenante des acteurs du changement, tout simplement. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on racontait des histoires un petit peu erronées aux jeunes. C'est qu'on leur disait travailler dur dans cette branche-là, la tech, etc. C'est un secteur tendu, en expansion. Vous n'allez jamais galérer pour trouver votre stage, votre alternance et votre premier job. Et quand tu racontes ça à des jeunes à la Courneuve ou à Mantes-la-Jolie ou dans les quartiers nord de Marseille, etc., certains y croient et ils foncent. Et je parlais en fait à mon moi quand j'étais petit, si on m'avait dit ça. J'étais très scolaire et tout, j'avais des ambitions. Et du coup, je me rends compte qu'en faisant des hackathons dans des écoles d'ingé, etc., je suis assez présent sur les réseaux, dont LinkedIn. Je me rends compte que c'est pas aussi vrai. C'est que y a des problématiques de discrimination. Et du coup, soit de par ton origine ethnique ou sociale aussi, sociale, parce qu'il n'y a pas que les quartiers populaires, il y a aussi la ruralité, ou aussi ton adresse géographique, tu vas galérer beaucoup plus, même dans un secteur en tension. C'est ça qui m'a interpellé. C'est un secteur en tension. Olivier, il est bien placé pour le savoir. C'est pas normal qu'un jeune, je prends des exemples concrets, Ibrahim Adjakité, double master en big data, 1 an de cursus aux États-Unis. Donc, faut pas dire c'est un jeune, il est resté dans son quartier et tout ça. Puis voilà, 7 mois, il trouve pas de taf. Il passe par le programme Qu'est-ce qu'il y a, que je vais expliquer. Il me dit, Morad, comment je fais ? J'ai 3 boîtes qui veulent me recruter. Et en fait, j'ai compris une chose, je pense, c'est que au-delà alors déjà, contre la stratégie ou la philosophie de la pleurniche, ça, j'en pouvais plus. Toujours pleurnicher, mais ces jeunes, ils sont bons, etc. Donc, convaincre avec un papier qui s'appelle apparemment un CV, ça sert à rien. Et au-delà de montrer en fait qui ils sont, le programme Qu'est-ce qu'il y a, que je vais vous expliquer ensuite par la suite, il montre qu'est-ce qu'ils savent faire. C'est montrer, mettre en avant leurs compétences. Et donc le programme Qu'est-ce qu'il y a, c'est ça, c'est aller chasser des jeunes dans les territoires, donc dans des villes, principalement dans les quartiers populaires, donc des jeunes étudiants en fin de cycle qui ont un vrai talent. On les sélectionne, c'est un peu la logique du foot. Pour entrer à Clairefontaine, ceux qui ont la ref, donc l'institut d'excellence du foot qui s'appelle Clairefontaine, il y a 600 joueurs, ils en prennent 14. Donc vraiment, on le fait de manière assumée, c'est élitiste, et c'est pour dire aussi que dans les quartiers populaires, il y a de l'excellence. Il y en a beaucoup, mais énormément en France. Et du coup, on va sélectionner les meilleurs talents dans la data et l'IA, et on va pas prendre leur CV et les envoyer dans les entreprises, non. Ils vont être contributifs à leur territoire. À Trappes, à Grigny, à Meaux, à Lens. Lens, c'était une autre problématique, c'était la ruralité. Et ils vont créer des solutions d'IA
concrètes et pragmatiques. C'est pas du slide, c'est des applications qui vont traiter des thématiques comme les déchets, trier les déchets, gaspillage alimentaire, cyberharcèlement, etc. Et voilà, et ils présentent leur projet, leur application, leur tableau de bord et tout à la collectivité. Tu as un grand groupe qui vient parrainer la promo, et les meilleurs projets, je pense que ça va revenir, il les pitch à Vivatech, et les 3 meilleurs projets, ils vont à la Silicon Valley. On y revient. Ça fait 3 semaines, on était à San Francisco, Los Angeles, à pitcher devant des investisseurs, au siège de Microsoft, Stanford, Google, Apple, Salesforce, 61e étage. Vu surtout San Francisco. Et ça, c'est motivant déjà pour moi. Et pour eux, ils reviennent, ils sont boostés à mort. Et voilà. Donc voilà, dans les grandes lignes, le programme, qu'est-ce qu'il y a ? Et la ruralité, j'y reviens parce que c'est aussi un sujet dont on parle moins. Ouais. Comment tu les englobes, comment tu vas les chercher ? Ok. Donc bien sûr, nous on est ouvert à tous les territoires, tous les profils. Il y a un angle un peu spécial sur les quartiers populaires parce que c'est une grande question. Croyez-moi, je suis parti à Lens. On peut être plus en galère quand on habite à Lens que quand on habite à Trappes, ou quand on habite dans un quartier populaire en région Île-de-France. Il y a le RERB, RERD, il y a la fibre partout. Grâce à Orange, il y a les réseaux, là, grâce à la Poste, les services publics sont très présents, très bien maillés. Quand on est à Lens, c'est autre chose. À titre d'exemple, Kevin et Roman, qui ont été lauréats, ils sont arrivés 2e sur 21 équipes, ils n'avaient jamais pris l'avion. Et Roman il avait 27 ans, je crois, et Kevin en a 32. Donc avec des profils un peu particuliers eux aussi. Ils n'étaient pas étudiants, mais ils étaient plutôt en reconversion. On les a bien sûr acceptés. Très très motivés, des geeks super forts. Et ils n'avaient jamais pris l'avion. À titre d'exemple. Donc c'est vraiment la ruralité telle qu'on la connaît. Et derrière, amener des projets d'IA là-bas, ils ont travaillé sur un projet qui s'appelle Safer Road. Une IA qui va détecter les nids de poules sur la route et qui va repérer les micro-fissures pour faire de la prévention, d'amélioration de la voirie. Le projet l'a fait mouche, ça a été repris par les politiques publiques. Il y a Transdev, c'est Tadao plutôt, qui a échangé avec les jeunes. Bref, donc voilà, du concret, mise en avant des profils certes, mais aussi mettre en avant de manière pragmatique en application l'IA, l'innovation, pour que les décideurs publics se rendent compte de ce qu'on peut faire, les économies d'échelle qu'on peut réaliser et mettre en place des vrais projets. Donc en fait, un jeune, une mise en application avec un prototype d'IA, des sujets territoriaux et locaux. C'est ça. Et aussi, derrière, cette innovation, elle va permettre à ces jeunes d'être embauchés par des grands groupes, ou en tout cas des grands groupes qui vont devenir sponsors. Yes. Donc en fait, ce programme, il propose à des étudiants de travailler sur des sujets qui sont forts, et surtout qui les concernent, comme tu en parlais tout à l'heure, l'écologie et le cyberharcèlement. Donc au-delà de ça, on est aussi sur des sujets qui sont des sujets sociétaux et qui rendent service au territoire. Exactement. Toujours des sujets éthiques. C'est ça. Et en quoi cette méthode hyper pragmatique permet de révéler des talents ? Alors, c'est une très bonne question, Marine. Je tiens à le souligner. Merci, Morad. Non, mais comment En fait, la réponse, elle est la suivante. De par leur posture, la posture qu'ils adoptent tout au long du programme. On tombe sur des profils, des fois, ils sont très très forts en tech. Ils savent coder, ils font des trucs de ouf. Mais ils n'ont pas la posture. Peut-être que, tu vois, les freins à l'emploi, c'est pas que d'un côté, c'est pas que les entreprises qui discriminent ou le climat actuel ou ce que tu veux. Tu as aussi des nœuds dans la tête des jeunes qu'il faut déconstruire, ce fameux plafond de verre. Et du coup, comme je dis souvent, on les récupère, c'est des petits chatons, et on en fait des tigres et des tigresses. Mais vraiment, tu les vois pitcher à Vivatech devant 400 personnes, ou dans les restitutions locales à Trappes, il y avait 250 personnes, et ça vient répondre à ta deuxième question, en termes d'éducation à l'IA. Déjà, eux, ils montent en compétences, et si tu veux, eux, c'est un peu les rôles modèles, c'est un peu les flambeaux qui viennent ensuite illuminer par ruissellement tous les autres petits flambeaux, si tu veux. Quand on remplit 250 personnes dans la salle municipale à Trappes et qu'il y a des personnes sur les côtés pour un événement data et IA, t'as d'autres événements dans la musique, dans le rap, dans ce que tu veux, qui remplissent aussi la salle. Et nous, on remplit dans la data et de l'IA. Ils vont parler modèles prédictifs, machine learning, etc. Et t'as plein de personnes, des jeunes aussi, qui viennent écouter et s'inspirer, ça les booste. Et ces jeunes-là, du coup, ils prennent, à chaque fois qu'ils pitchent, ils prennent de la force, quoi. Ils prennent de l'assurance.
Et je me rappelle encore une fois, Grégoire Dupelous, il entend Head of Innovation de TCS, Tata Consultancy Service, qui me dit Mourad, bah là, Ibrahima, il pitch mieux que 80% de mes consultants. Le mec, il a 24 ans, tu vois. Oui. Sauf qu'il pitchait pas comme ça. Mais à force de pitcher, de présenter, de représenter, et je leur ai dit, il y a des marqueurs sociaux quand on grandit dans un quartier populaire ou la ruralité, mais qu'il faut tempérer ou effacer, mais il y en a d'autres qu'il faut mettre en avant. Et quand ils ont compris ça, qu'il fallait s'accepter comme ils étaient, que c'était même des atouts, des petites blagues, être à l'aise, tu vois, quand tu grandis dans un quartier, t'es à l'aise, t'es ouvert. Et j'ai grandi dans une tour de 16 étages, je sais pas, il y avait 30 nationalités. Moi, je pensais que c'était normal. Bah, je suis parti en prépa, j'étais le seul rebeu. Tu vois, à titre de comparaison. Bah, moi, j'étais hyper ouvert. Et j'ai toujours été hyper ouvert. Donc demain, si j'avais été consultant, tu mets dans une équipe où il y a des Indiens, il y a des Norvégiens et tout. Et j'ai bossé comme ça. Quand j'étais au Caire, il y avait des Canadiens, des Américains, des Indiens. Et bah, je m'entendais bien avec tout le monde. Mes collègues français, ils avaient un peu plus de mal. Et ils me disaient, ouais, ils ont quoi tes collègues? Ils sont pas comme toi. Je disais, bah, je sais pas, chacun son histoire, etc. Donc, la réponse, elle est là. T'as le montée en compétences techniques, etc. Mais je pense que le programme Qu'est-ce qu'il y a, il se réduit pas à ça. Parce que déjà, eux, ils sont déjà étudiants. Ils sont déjà dans ces cursus-là, ils apprennent. Aller dans la posture. Croire en soi. Et c'est un peu à l'américaine, c'est ce qu'ils ont, tu vois, c'est ce qui a été noté. C'est waouh, ils pitchent bien, ils ont confiance en eux. Et leur solution, effectivement, elle est concrète et pragmatique. Et pour l'éducation à l'IA, bah, en fait, on a aussi monté une stratégie en marketing qui fait que, par exemple, pour le lancement du programme Qu'est-ce qu'il y a, on a réalisé un spot qui racontait l'histoire de Bilal, qui galérait pour trouver une alternance. Donc, c'était en haut d'un bâtiment. Et comment, avec un drone, et comment le spot, il commence, tu crois que c'est un clip de rap, mais en fait, pas du tout. Et il descend le bâtiment, un changement de plan, il est en costume, et il va signer son alternance à L'Oréal. Et maintenant, il est data engineer chez Total. Alors qu'à la base, il était venu me voir un an avant, en pleurant, du coup, pour de vrai, et en disant, Mourad, je trouve pas d'alternance, même une asso, je prends pour valider mon année. Donc tu vois le changement de mindset, et du coup, ce spot, il a fait, je sais pas, il a fait 300-400 000 vues sur LinkedIn, et du coup, en soi, la communication, le marketing du programme, il est très important. Bah, on a lancé le programme il y a 1 an et demi, tout le monde connaît Qu'est-ce qu'il y a. Et le nom, il tue quand même. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, avec apostrophe IA. Donc, voilà, c'est de la vulgarisation. C'est très solide technologiquement. Tu vois, des experts comme Olivier, ils pourraient dire, ah ouais, quand même, vous utilisez des vrais modèles d'IA, des vrais serveurs, etc. Tu vois, mais derrière, c'est très vulgarisé. Et on impose dans les pitchs de faire d'abord la vulgarisation pour bien expliquer à l'auditoire et après rentrer dans la technique. Et alors, donc, Qu'est-ce qu'il y a, c'est un programme et c'est un concours aussi national. Yes. C'est une compétition même. Alors, j'ai plus le nombre de participants. En termes de territoire, l'année dernière, on a fait 7 territoires. Donc, il y avait plus de 100 étudiants. Ils sont une douzaine par territoire. Et du coup, 21 POC, 21 prototypes développés. On en sélectionne un par territoire, ça fait 7 finalistes qui pitchent à Vivatech. Qui pitchent à Vivatech, ouais, c'est donc ça. Déjà, voilà, tu as une place à Vivatech à gagner. Okay. Et ensuite, quand tu pitches à Vivatech, on prend les 3 meilleurs projets. Donc, tu as un jury. D'ailleurs, il faudrait que je joue avec Olivier s'il va être jury, là. Il a besoin d'un expert de l'innovation. Tu connaîtrais pas un expert de l'innovation? Faut que je regarde, peut-être dans la famille, je sais pas. Un cousin. Non, voilà, mais vraiment, on va prendre des experts du domaine, un peu comme Olivier et puis d'autres, avec des femmes et des hommes importants. Et du coup, les 3 meilleurs projets, ils sont présentés lors d'une cérémonie de clôture. L'année dernière, c'était au siège mondial de la Société Générale. On a rempli l'auditorium, pareil, plus de 300 personnes. Et là, ces 3 projets-là, ils vont à la Silicon Valley en N+1. Donc l'année dernière, on a clôturé le programme et là, on y revient il y a 3 semaines. Alors, ton sujet, c'est aussi de créer des rôles modèles. On en a parlé tout à l'heure, de mettre en lumière ces talents dans les territoires qui se disent qu'ils ont un plafond de verre, et que finalement la tech, c'est pas pour eux. Si on redescend d'un cran dans le parcours scolaire, quelle est la bonne façon aujourd'hui d'adresser le sujet de la tech? Comment est-ce que, quand tu es au lycée, mais peut-être même avant, tu t'intéresses à la tech? Vous avez une action quand vous remplissez des sacs. Ouais. Est-ce qu'il y a des collégiens, des lycéens qui viennent? Est-ce que ça éveille des consciences chez eux? Comment on s'y intéresse? D'accord. Donc la partie éducation, ça me parle beaucoup. Hein. Je suis un ancien prof de maths. Et je pense, par exemple, sans arrogance, je pense avoir été un très bon prof de maths.
pas parce que j'étais bon en maths. Moi, j'ai une simple licence. J'avais des collègues qui étaient docteurs en maths et tout ça. Mais par contre, j'étais un bon prof dans la relation. D'accord ? Je savais vendre mon cours. Donc, sans m'en rendre compte, hein, j'étais un bon marketeur des cours de maths. Tu vois, il y a des élèves qui rentraient dans mon cours, me disaient, monsieur, est-ce qu'on peut assister à votre cours ? On en a entendu parler. Après, mon cours, c'était beaucoup de passion. Et je les éclatais, les gamins. C'est-à-dire, je donnais pas un cours de maths, j'animais un cours de maths avec des jeux. Et du coup, ils me disaient, mais j'avais jamais compris les fractions avant. Mais le gamin, il est en 3e. Tu vois les fractions déjà un peu en fin de primaire et en 6e. Et donc, j'arrivais, je pense, avec des clés à rendre ça ludique, etc. Mais en fait, je faisais du marketing, je vendais mon truc. Et je pense que la tech, c'est pareil. Il faut le vendre. Donc, il faut créer des événements, il faut créer des compètes entre collèges. Faut des pom-pom girls mais un peu à l'américaine, ils sont très forts ces Américains, il faut l'avouer. Mais il faut saupoudrer en fait. En France, on est très bon dans les produits. On crée des bons produits. La French Tech, la French Touch, elle est connue internationalement. Et je m'en rends compte aussi quand on va aux États-Unis. Franchement, les États-Unis, c'est un peu surcoté, quoi. C'est bien, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus. Moi, je m'attendais, mais un truc de dingue. San Francisco, c'est joli. Paris, c'est 100 fois mieux, quoi. C'est Hollywood Boulevard avec les étoiles par terre. Franchement, c'est éclaté. c'est sérieux. C'est un peu déceptif. Ouais. Merci, Olivier. Les Champs-Élysées, c'est 10 000 fois mieux. Mais on a un pays de fous, il faut vendre les choses. Moi, je pense pas qu'il faut encore et encore et encore amener des experts de l'éducation et tout ça. On est bon, on a des bons outils, on a un bon enseignement finalement quand il faut mettre des étoiles dans les yeux. Ces jeunes-là, ils rêvent plus que nous maintenant, ils sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout, ils voient le monde. Imagine-toi, toute la soirée, tu étais sur TikTok, à droite, à gauche, t'étais en Malaisie, t'es revenu aux États-Unis, etc. Et le lendemain, tu t'assois, t'as un PC, puis tu fais des lignes de code comme ça, sans but derrière. Il faut inscrire en fait nos projets, nos produits dans des dynamiques de projets avec une restitution, avec des events, avec Je pense qu'il y a un petit vernis de com et de marketing dans ce qu'on fait. Là, vous revenez de la Silicon Valley. Ouais. Ces participants, donc tu disais, ils étaient en master, data, IA, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Après cette expérience dans la Silicon Valley, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Quelles sont les prochaines étapes ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Ok. Alors, donc c'était la première édition. Donc, à la fois, on avait des objectifs clairs, mais à la fois, on découvre le réseau sur place et voir comment ça prend. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nos interlocuteurs, ils pensaient voir des jeunes qui présentent des projets sur slide. Ils ont été incroyablement surpris par le niveau des projets, par le pragmatisme et que ce soit des solutions concrètes. C'est pour ça que la plupart, ils nous ont interpellés sur les modèles économiques. Ces solutions-là, mais il faut les vendre, lever des fonds, etc. Donc même moi, ça m'a questionné. C'est vrai que la Silicon Valley, c'est pas que pour ces jeunes-là, c'est aussi pour moi. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça va encore plus loin dans la prise de confiance et de conscience sur ces jeunes-là. En fait, quand on les amène au max du max, regarde, t'as vu le sommet. Donc quand tu rentres en France, c'est bon. Tu vas, toc aux portes de n'importe quel grand groupe, lance-toi, etc. Les jeunes de Trappes ont fondé une asso qui s'appelle Osmose. Et du coup, j'ai bien aimé parce que j'ai découvert la philosophie du give back aux États-Unis. C'est vraiment, je m'enrichis et je redonne. Et ces jeunes-là, à Trappes, inconsciemment, ils ont créé leur asso avant même tout ça, là. Et ils ont dit, on a bénéficié d'un programme, on est monté en compétence sur l'IA, on sait faire plein de choses. Ils ont vraiment beaucoup cartonné. Ils ont fait la une du Parisien. Il y a un tweet qui a fait plus de 4 millions de vues sur eux. C'était le top tweet 2023 du Parisien sur les jeunes de Trappes. Des jeunes de Trappes iront à la Silicon Valley. Ça a cartonné de partout. Et c'était des jeunes un peu en retrait, même dans leur écosystème à eux. Tu sais, quand t'es geek, t'es jeune dans un quartier ou même n'importe où, t'es un peu en retrait. C'est des big stars. On parlait de rôle modèle. Le maire de Trappes a affiché leur portrait sur la mairie. Et sur le centre social des Merisiers, là où Jamel Debbouze et Omar Sy faisaient leur premier spectacle. Et il y a leur portrait, une grosse affiche. Parce que j'avais titillé le maire, j'avais dit, écoute, le maire m'avait dit, si j'inscris Trappes, il faut qu'on gagne. Je dis, ça on verra. Je dis, par contre, si vous gagnez, vous me faites comme Mbappé à Bondy, il y a sa fresque, ou Benzema à Bron, ou Zizou, vous vous rappelez Zizou à Marseille, je veux leur affiche
Voilà, je veux pas qu'il y ait toujours les mêmes, soit des footballeurs ou des rappeurs ou même des acteurs avec Omar Sy. Il m'a dit OK. Et il l'a fait. Donc, tu vois, tout ce que ça change, maintenant, en allant à la Silicon Valley, en gros, ils ont tout vu. Et quand ils reviennent, ils sont encore plus boostés. Ça a éveillé, du coup, plus d'inscriptions dans des facs c'est... de maths, STEAM, etc. Ah, c'est la furie, là. Ouais, c'est la furie. Est-ce que tu penses que l'IA et la tech, ça va être des propulseurs pour les nouvelles générations, du coup? Je pense que j'ai un peu la réponse, mais... Ouais. Alors, pour moi, l'IA, en tout cas, parce que, encore une fois, la tech, il y en a toujours eu. D'ailleurs, même l'IA, ça a été conceptualisé les années 50, etc. Mais ce qui fait que il y a eu un vrai boost, là, depuis, 10 ans, c'est la capacité de stockage. Moi, je me rappelle, à mon échelle à moi, j'ai 39 ans, quand j'avais la vingtaine, il y a à peine 15 ans, j'avais mon MP3, je mettais 26 musiques dedans. Et Olivier s'en rappelle aussi. Voilà, et puis quand... Moi, j'ai même connu la disquette. Le baladeur, etc., la casquette, la cassette et tout ça. Et quand je saignais l'album de Rof, je mettais un autre album, et il fallait que j'efface et que je mette un autre album. Maintenant, vous avez vu les capacités de stockage. Donc maintenant, on peut mettre en application tous les concepts. Bref. Mais là, voilà, vraiment, l'IA, c'est une technologie de rupture. C'est un bond astronomique qui fait qu'il va se passer beaucoup de choses. Alors, je rebondis là-dessus parce que tu as lancé Qu'est-ce qu'il y a Consulting. Yes. Et je reprends tes mots, qui Vas-y. étaient dans une vidéo. Vas-y. C'était inéluctable, c'était évident. Ouais. Si on reprend le parcours, je suis un prof de maths, je fais de l'éducation, je fonde Evolukids. Donc je tourne dans l'éducation. Ensuite, et dans ma start-up, j'avais toujours un impact social. Je veux voir plus grand. Je fonde le programme Qu'est-ce qu'il y a, programme national. Pour une première, je fais un programme qui part de Lens à Marseille, 7 territoires. Je lance 21 expérimentations d'IA. C'est des expérimentations terrain. C'est-à-dire que ces jeunes-là, et je fais un petit pas de côté, ils discutent avec les services de la ville. C'est la galère, hein, pour récupérer des données. Ils vont sur le terrain, ils prennent des données, ils mettent des caméras et tout. Hein. C'est pour ça que les Américains ont été très, très agréablement surpris sur le pragmatisme du truc. Et c'est pas du slide, parce que souvent, j'ai discuté avec le directeur d'innovation, je crois que c'est de Bouygues. Il me dit, ouais, nous aussi, on fait à peu près pareil, on fait des hackathons. Je dis, non, un hackathon, ça n'a rien à voir. Hackathon, vous êtes dans une salle, tout est conceptualisé, et tu pitches du slide, quoi, et des lignes de code. Je dis, non, là, ils se fritent avec le service cantine de la ville pour avoir les menus des 5 dernières années. Tu vois, c'est vraiment du concret de chez concret. Donc, leurs modèles d'IA, ils sont assez performants et tout ça. Evolukids, c'est de l'éducation. Je veux multiplier l'engagement et montrer aussi qu'on ne fait pas que des joujous avec des robots. Donc, je fais les programmes Qu'est-ce qu'il y a. Et après, ces jeunes-là, il y en a des fois encore qui galèrent à être recrutés. Je dis, mais attends, en fait, je sors d'un programme qui fait que dans le monde de la data et l'IA, maintenant, tout le monde connaît Qu'est-ce qu'il y a. J'ai des consultants, des experts de l'IA avec un très bon level qui me dit, Morad, si demain il y a un truc, moi, je suis là. Donc, j'ai de la ressource. Et j'ai des boîtes qui me disent, mais en fait, votre truc là, nous on pourrait, et à chaque fois je botte en touche, on pourrait l'expérimenter, écoutez, nous on fait pas ça. Et du coup, je lance Qu'est-ce qu'il y a Consulting, qui permet d'accompagner les entreprises de toute taille sur de la formation à l'IA, sur le développement d'outils et du placement de consultants experts, et avec une seconde intention qui me dit, écoutez, si ces jeunes-là, vous en voulez pas, moi je les prendrai. Et vraiment, encore une fois, j'ai fait beaucoup de football dans la logique du club de foot. Dans un club, dans une équipe, tu as un peu ceux qui tiennent la baraque, les seniors qui sont dans le club depuis longtemps. Ça, c'est mes experts. Et à chaque fois, si je peux trouver un Mbappé à lancer, 1 ou 2 ou 3 du programme, je le ferai, je donnerai la confiance pour miser un peu sur le futur. Donc, Qu'est-ce qu'il y a Consulting? Ça a été lancé il y a 3 mois, on a déjà 4 clients. Avec, donc ça, c'est bien parti. Dans ma tête à moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, je fais le switch de lancer un projet purement business. Ça, c'est une première. Hein. Tu vois, parce que toujours, moi, il fallait qu'il y ait il y avait un lien avec le social, aider, etc., l'éducation. Là, je me dis, moi aussi, j'ai le droit de faire de l'oseille. Et ça, maintenant, je suis bien. Olivier rigole. Et là, je suis encore plus à l'aise en venant des États-Unis, quoi. T'as les mecs qui te donnent leur salaire et tout, mais normal, hein. Ouais, j'étais VP de Cisco, je touchais $800,000 à l'année, etc. Mais ça parle vraiment tranquille. Donc, purement business, parce que je sais que si demain, on devient riche, le give back, moi, je saurais le faire. Ce côté pragmatique
mise en œuvre des projets. Ouais. Ça permet aussi d'avoir des prises de conscience de personnes qui ne seraient pas forcément dit tiens, moi, je vais m'orienter dans ces filières-là, IA par exemple. Et donc tout ça crée un cercle vertueux d'un point de vue éducation, projection. Ouais. Aujourd'hui, des ados, des jeunes, des étudiants. Bien sûr. Qui est fort. C'est ce que je te disais, comme il y a des événements en amont et à la fin, quand un trap, il y a 250 personnes, tu as plein de jeunes qui regardent et qui disent moi aussi, je veux faire ça. Ça, c'était cool. Et nous, on a un taux de 40% de filles. Donc, il y a des jeunes filles, c'est du 40%. Ah, oui. Sur 12, ils sont à peu près 5. 4, 5, des fois 7. Donc, et du coup, elles se disent elle m'inspire. En fait, l'identification, c'est puissant. Ouais, le rôle modèle. Ouais, rôle modèle. Ok. Alors, Tendance Inno, c'est un objectif d'inspirer, mais aussi d'acculturer et de proposer des conseils à nos auditeurs pour passer à l'action. Si on se place du point de vue des étudiants, des citoyens, des dirigeants d'entreprises ou des collectivités locales, comment est-ce qu'on éveille les consciences sur la nécessité de maîtriser l'IA comme un outil à son service, mais aussi au service de tous, et donc de pouvoir évoluer dans une carrière dans ce secteur. Ouais, soit dans une carrière ou soit en tant qu'utilisateur. Le fait d'utiliser. Moi, je pense qu'il faut pousser les expérimentations. On n'en fera jamais assez. Rendre ça pragmatique, concrète, mettre à disposition. C'est comme l'histoire des caisses automatiques. Il y en avait une d'abord. Au début, on state. Non, je préfère aller. Maintenant, moi, dès que je vois l'humain, je préfère aller vite là dans les caisses automatiques. Donc, il faut mettre à disposition ces outils-là, les vulgariser, encore une fois, en faire de la com, présenter, et on ne fera jamais assez d'expérimentation, selon moi. Olivier ? Comme d'habitude, c'est toujours mon mantra, éveiller les consciences, se former à l'esprit critique. Ça, c'est important, l'esprit critique. Et regarder l'IA. Mais bon, ça, je le dis à chaque fois, mais pour moi, c'est ça la clé. Et comment on utilise l'IA, la tech et l'IA en l'occurrence, pour se former ? On parlait de jeunes dans des milieux peut-être en ruralité ou dans des villes où ils n'ont pas forcément accès à des cursus scolaires justement là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée ? Comment on fait ? Est-ce que vous avez un avis sur le sujet ? On tend, dis évidemment. Je te réponds par une question. Est-ce que tu sais, Marine, combien d'outils similaires à ChatGPT il en existe maintenant ? Beaucoup. À peu près combien ? Je te fais réponse A, 10. Réponse B, 50. Réponse C, 200. 200. Ouais, c'est ça. On est en centaines. ChatGPT est sorti, c'était le seul outil, tu vois. Et après, donc, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement comment... juste hier, Mourad, s'il te plaît, on m'appelle moi, donc le mec, il prend le temps de m'appeler, de me demander conseil. Est-ce que tu sais s'il y a un outil qui pourrait traduire mon CV en anglais ? Je lui dis, j'en sais rien du tout, mais tu vas sur Google, tu tapes outil traduction de CV en anglais IA, tu vas en trouver 15. Donc en fait, des outils, c'est plus ce qui manque. Il y en a plein, et il faut y aller. Il faut, encore une fois, il faut y aller, il faut chercher. Il ne faut même pas chercher, parce qu'ils sont là. Mais il faut tester. J'en teste, et puis il y en a, ils vont plus aimer l'ergonomie, il y en a plutôt l'outil, etc. Il y a tout ce qu'il faut. L'IA, c'est plus un sujet de geek. Clairement plus. C'est un sujet de société. Tout le monde baigne dans l'IA en le faisant ou en le subissant. C'est toujours plus facile d'être aux manettes plutôt que de l'autre côté du manche. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres conseils ou des ressources ? Ouais, j'ai bien aimé la réplique là d'Olivier sur l'esprit critique. Ne vous laissez pas influencer par vos émotions, par la crainte et tout ça. Allez tester. Un autre quiz. Est-ce que vous savez le taux d'utilisation de ChatGPT chez les, je sais plus, les 13-25 et les 25-60 ? C'est un truc de ouf. 82% des 13-25 utilisent ChatGPT contre 22% chez les adultes. C'est qui prend les décisions ? C'est bien sûr les adultes, voire même les quarantenaires, cinquantenaires qui n'utilisent pas les outils et qui disent « ouais, c'est bien, c'est pas bien, faut faire ça, etc. » Donc, avant d'émettre un jugement sur quelque chose, on teste, on fait. Donc, faites, essayez d'être le plus objectif possible. Esprit critique, encore une fois, comme Olivier le dit, faites et après vous faites un avis. Mais allez-y, testez, vous posez des questions.
Surtout que tout est à portée aujourd'hui. Voilà, c'est facile là. Ça y est. Plus d'excuses. C'est vrai, tout est à portée. Alors merci à tous les deux. Je vous propose maintenant d'ouvrir nos chakras de la réflexion avec Olivier. Olivier, c'est à toi. 21e siècle est marqué par une révolution numérique avec un grand R qui transforme tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle, politique et bientôt, on l'espère, éducative. Voilà pour commencer par un lieu commun évident. Face à ces mutations, l'éducation doit se réinventer, former des citoyens capables de comprendre, d'innover et de participer à ce monde en constante évolution. L'apprentissage du code au sens large devient ainsi un élément clé du parcours éducatif et professionnel, on en a parlé, non seulement pour développer des compétences techniques, mais aussi pour stimuler la créativité, la logique, la résolution de problèmes, et on en a également parlé en amont, la pensée critique, mon mantra absolu. Les inégalités sociales, territoriales, culturelles et de genre se reflètent et se renforcent dans le domaine du numérique. Il est donc essentiel de promouvoir l'inclusion, la diversité dans l'éducation au numérique, afin de permettre à tous les jeunes, quelle que soit leur origine, leur milieu, leur genre ou leur handicap, de bénéficier des opportunités offertes par le numérique. L'éducation au numérique pour tous, c'est un défi majeur, mais aussi une chance unique pour construire une société plus juste, plus solidaire, moins polarisée si possible, et plus démocratique et plus créative. Nous vivons une époque de bouleversement sans précédent. Nous sommes au cœur de cette révolution, où le numérique redessine les contours du monde qui nous entoure. Comment faire de cette révolution une opportunité pour tous, et non pas un facteur d'exclusion ou de fracture? Comment former les citoyens d'aujourd'hui, et ceux de demain bien sûr, à maîtriser le langage du numérique, mais aussi à l'utiliser comme levier de créativité? Tu en parlais, 22% des 25-65 ans, c'est quand même pas assez. Les enjeux, les initiatives et les perspectives de l'éducation numérique sont plus que jamais un incontournable si on veut collectivement embrasser l'accélération sans précédent de l'innovation. Et tu fais ta part dans ce maelstrom éducatif. Seul ou presque face aux géants du numérique, à l'appétit financier toujours aiguisé, et qui regarde avec attention le monde de l'éducation. Ton initiative devrait être la norme, ce qui pose la question de la place de l'éducation dans l'environnement sociétal et souverain. Éduquer ou laisser faire les géants du numérique. Tu as choisi ton camp. Qu'en est-il de la société avec un grand S? Vous avez 4 heures. Morad, Olivier, merci d'avoir partagé vos connaissances, votre vision, votre engagement aussi sur ce sujet de l'éducation et de la tech. Nous allons vous mettre toutes les ressources que l'on a citées dans la description de l'épisode. Et je vous dis, moi, à très bientôt pour un autre épisode de Tendance Inno. Salut! Merci. Merci Marine. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Inno. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver Tendance Inno sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagmi Trends. À bientôt pour un nouvel épisode, placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là, continuez à explorer, à innover et à créer.